Les jours et les nuits déchirent ma vie. Je préfère une voix qui tremble à une voix qui se pavane. La phrase tomba comme un verdict calme, un soir de Paris où les cafés se taisaient plus tôt que d'habitude. Juliette Gréco, silhouette noire, regard habité, n'avait plus rien à prouver. Elle avait traversé Saint-Germain-de-Prés comme on traverse un siècle, entre les cigarettes froides et les phrases lourdes de philosophie, entre les caves, les poètes, les jazzmen qui jouaient pour dissiper la nuit. Sa vie ressemblait à une scène vide au petit matin où il ne reste que l'odeur du bois et la mémoire d'un souffle. Elle savait écouter, elle savait attendre. Elle savait aussi ce que veut dire être vrai devant un micro. Pour elle, chanter n'était ni un exercice, ni une prouesse. C'était un risque, un pacte silencieux avec ceux qui, en bas, retiennent leur respiration, et tout ce qui sonne comme une parade lui semblait suspect. Les voix trop lisses, les gestes trop grands, les triomphes qui brillent plus que les mots. Elle respectait le métier, la sueur, l'obstination. Mais elle ne pardonnait pas l'ornement qui mange l'âme. Avec l'âge, la politesse s'était changée en lucidité. Elle ne cherchait plus l'accord, elle cherchait la vérité. Elle avait aimé des chanteurs immenses, elle en avait admiré d'autres. Et puis, il y avait ceux qu'elle trouvait insupportables. Non pas pour ce qu'ils étaient, mais pour ce qu'ils faisaient à la chanson. Elle disait qu'ils parlaient fort quand il fallait se taire, qu'ils s'habillaient de lumière quand il fallait ôter le costume. Ils voulaient séduire, elle voulait émouvoir. Ils voulaient plaire, elle voulait toucher. À 88 ans, dans un murmure sans rancœur, elle a accepté de les nommer. 5 hommes, 5 voix, 5 façons d'imposer le spectacle là où elle réclamait du silence. Ce n'était pas une liste noire, c'était une profession de foi, la sienne. Et, ce soir-là, elle a levé les yeux, comme pour prévenir qu'elle n'expliquerait rien de plus. Puis, elle a dit simplement qu'il était temps de parler. Numéro 1. Gilbert Bécaud. Elle se souvenait de lui comme d'un orage en costume. Gilbert Bécaud n'entrait jamais dans une pièce. Il la remplissait. Sa voix, sa gestuelle, son énergie semblaient taillées pour conquérir les foules. Juliette, elle, observait, en retrait, comme on contemple un feu d'artifice, impressionnée, mais déjà fatiguée par l'éclat. Ils s'étaient croisés pour la première fois dans les coulisses d'un grand gala parisien, au début des années 60. Bécaud, foulard impeccablement noué, répétait des gestes amples devant un miroir. Juliette attendait son tour, assise, immobile, une cigarette à la main. Quand il vint lui adresser la parole, ce fut avec la même intensité qu'il mettait dans ses refrains, rapide, expansif, presque assourdissant. Elle sourit, polie, mais sentit que quelque chose, dans cette façon de combler l'espace, lui échappait. Ce qui la dérangeait, ce n'était pas le talent qu'elle reconnaissait sans détour, mais cette volonté constante de séduire. Il chantait comme on se bat pour être applaudi, dira-t-elle plus tard. Pour elle, l'émotion devait venir sans qu'on la convoque, comme une vérité qui surprend. Chez Bécaud, tout semblait prévu, orchestré, jusqu'au dernier souffle. Un soir, ils partagèrent la scène d'un programme télévisé. Après sa performance à elle, sobre, tendue, presque chuchotée, Bécaud arriva en courant, frappa dans ses mains, harangua le public. L'ovation fut immédiate. Juliette, en coulisses, murmura pour elle-même. « Ce n'est pas la chanson qui gagne, c'est le spectacle. » Ils ne travaillèrent jamais ensemble. Non par animosité, mais par lucidité. Elle savait qu'ils venaient de deux mondes qui ne se rencontreraient jamais. Et, comme elle le confia dans une interview, il avait besoin du bruit, moi du silence. Depuis ce jour, ils ne se sont plus jamais regardés comme avant, et ils n'ont plus jamais partagé la même scène. Numéro 2. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, c'était l'orage qui traversait la chanson française avec des riffs de guitare et des éclairs de lumière. Pour toute une génération, il était l'idole. Pour Juliette Gréco, il restait un mystère et parfois une énigme impossible à apprivoiser. Elle l'avait vu pour la première fois dans un couloir de studio à la fin des années 60. Lui, blouson de cuir, sourire désarmant, entouré d'une petite foule qui riait trop fort. Elle, robe noire, regard fixe, avançant comme une ombre tranquille au milieu du tumulte. Johnny avait ce charme instinctif qui appelle les regards, cette façon de parler comme s'il chantait déjà. Mais pour Gréco,
Tout cela ressemblait trop à une parade. Ils partagèrent un plateau de télévision peu après. Juliette se souvient d'avoir observé sa prestation depuis l'ombre des coulisses. Les projecteurs éclataient, la fumée des machines envahissait la scène, et Johnny hurlait ses refrains comme s'il devait couvrir le silence du monde. Le public l'adorait, mais Juliette, elle, cherchait autre chose. Il chantait comme on se cache derrière le bruit, confiera-t-elle plus tard. Lors d'une conversation en coulisses, Johnny, amusé, lui lança « Vous devriez faire du rock, ça réveillerait vos chansons ». Elle répondit sans lever les yeux. « Et vous, vous devriez essayer le silence, ça réveillerait votre vérité ». Entre eux, ce fut toujours cordial. Mais une distance subtile demeurait, comme deux lignes parallèles refusant de se croiser. Juliette admirait son endurance, son dévouement à son public. Mais elle ne supportait pas ce besoin constant d'éblouir, de remplir chaque seconde d'un geste, d'un cri, d'un éclat. Il vivait pour l'ivresse de la foule. Moi, pour la solitude partagée, écrira-t-elle dans un carnet. Depuis, ils ne se sont plus jamais retrouvés sur la même affiche, et jamais leurs univers n'ont trouvé un pont commun. Numéro 3. Michel Sardou. Avec Michel Sardou, ce n'était pas une histoire de style ou de technique. C'était une question de regard sur le monde. Juliette Gréco, façonnée par Saint-Germain-des-Prés, nourrie de liberté et de pensée critique, ne pouvait pas ignorer certaines paroles tranchantes, certaines positions publiques qui, à ses yeux, claquaient comme des portes fermées. Elle l'avait croisé à plusieurs reprises dans des émissions de variété au tournant des années 70. Sardou arrivait toujours droit au but, costume impeccable, voix assurée, gestes précis. Il parlait avec la même autorité qu'il chantait, comme si chaque phrase devait convaincre. Juliette, elle, écoutait en silence, mais sentait un décalage profond. Deux conceptions de la chanson, deux façons de s'adresser au public. Un soir, après un enregistrement, une discussion s'engagea autour de la table. On parlait de l'engagement des artistes, de la responsabilité des mots. Sardou défendait l'idée que la chanson devait refléter la vérité telle qu'on la voit, même si elle dérange. Juliette répliqua doucement. « Ce n'est pas la déranger qui est difficile, c'est la caresser jusqu'à ce qu'elle se révèle. » Elle reconnaissait sa puissance vocale, sa discipline de scène. Mais ce qu'elle ne supportait pas, c'était cette frontalité implacable, ce refus de laisser l'ombre travailler avec la lumière. Il posait ses vérités comme des murs, moi je les voulais comme des fenêtres, dira-t-elle plus tard. Leur désaccord ne fut jamais public, mais il était là, palpable, chaque fois que leurs chemins se croisaient. Sardou incarnait une France solide, affirmée. Gréco portait une France questionneuse, hésitante, poétique. Et entre ces deux visions, il n'y eut jamais d'alliance. Après leur rare rencontre, Juliette se disait souvent qu'il n'y avait rien à réparer, parce que rien ne s'était brisé. Simplement, ils n'avaient jamais marché sur le même chemin. Numéro 9. Charles Aznavour. Avec Charles Aznavour, le lien fut plus complexe. Juliette l'admirait, profondément. Elle reconnaissait en lui l'un des artisans les plus exigeants de la chanson française, un homme qui polissait ses textes comme on taille un diamant. Mais derrière cette admiration, il y avait aussi une gêne, une distance qu'elle n'a jamais su combler. Leur première rencontre remonte aux années 50, dans un cabaret enfumé de la rive gauche. Aznavour, encore jeune mais déjà sûr de sa voix, répétait ses chansons avec une précision obsessionnelle. Juliette, assise au fond, observait cet acharnement presque douloureux. Elle respectait cette rigueur, mais y voyait aussi une volonté de contrôle qui, pour elle, étouffait parfois le souffle vivant de la chanson. Ils partagèrent plusieurs plateaux au fil des années. Aznavour, toujours élégant, arrivait avec des idées claires, un plan pour chaque note, chaque respiration. Juliette, elle, travaillait autrement, laisser une part d'imprévu, accueillir la fragilité. Un soir, en coulisses, il lui dit « Sur scène, rien ne doit être laissé au hasard. » Elle répondit « C'est dans le hasard que j'entends le cœur battre. » Ce n'était pas un affront, juste une confession. Mais cette différence de vision ne les quitta jamais. Il voulait tout maîtriser, moi je voulais tout sentir, écrira-t-elle plus tard. Juliette n'a jamais cessé de le respecter. Mais elle trouvait insupportable ce besoin constant de tout diriger, de transformer chaque émotion en structure parfaite. Pour elle, la chanson devait rester un espace d'abandon,
pas une architecture close. Ils se retrouvèrent une dernière fois lors d'un hommage télévisé. Aznavour parla longuement de son métier. Juliette écouta, sourit, puis murmura à l'oreille d'un proche « Il sait tout faire, sauf se perdre ». Numéro 5. Claude François. Claude François, c'était l'explosion permanente. Les costumes scintillants, les chorégraphies millimétrées, les refrains calibrés pour rester en tête des foules. Pour des millions de spectateurs, il incarnait l'énergie, la modernité, le spectacle total. Pour Juliette Gréco, il représentait tout ce qu'elle ne cherchait pas. Leur unique, vraie rencontre eut lieu dans les coulisses d'une grande émission de variété. Claude, déjà entouré de danseuses et de techniciens, vérifiait chaque détail. Un pli de costume, un éclairage, un geste chorégraphié. Juliette, en retrait, l'observait. Elle voyait l'artisan, mais aussi l'homme qui ne laissait aucune place au hasard. Elle savait reconnaître le travail acharné, mais ce qui l'incommodait, c'était cette perfection presque mécanique. Pendant l'enregistrement, elle le vit répéter un même mouvement des dizaines de fois, jusqu'à ce que tout soit exactement comme il l'avait imaginé. Pour Juliette, la scène devait respirer, accueillir l'inattendu, l'instant qui échappe. Claude, lui, semblait vouloir enfermer chaque seconde dans un écrin de contrôle absolu. Après la diffusion, un journaliste lui demanda ce qu'elle pensait de « Clo-Clo ». Elle répondit simplement « Il faisait danser la France. Mais moi, je cherche ceux qui la font réfléchir. » Ce n'était pas de la condescendance, juste une autre idée de l'art. Il vendait des éclats de lumière. Moi, je voulais des ombres qui parlent, écrira-t-elle plus tard dans un carnet. Ils ne se recroisèrent presque plus. Deux univers, deux rythmes, deux vérités. Et Juliette savait que, même si elle pouvait apprécier la joie qu'il donnait aux autres, elle ne pourrait jamais se perdre dans un monde où chaque battement de cœur est chorégraphié. Juliette Gréco n'a jamais dressé de liste pour juger ou condamner. Elle ne cherchait pas à effacer ces hommes de la mémoire de la chanson française. Ils avaient chacun leur public, leur lumière, leur rôle dans l'histoire. Mais à ses yeux, ils portaient en eux quelque chose d'incompatible avec sa façon de vivre l'art. Pour elle, chanter n'était pas séduire, ni remplir un vide avec des gestes et des effets. C'était habiter un silence, oser le laisser durer, jusqu'à ce qu'une vérité se dévoile. Elle savait que cette vérité est rare, fragile, parfois invisible, et que beaucoup préfèrent l'éclat immédiat au murmure persistant. Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Charles Aznavour, Claude François, elle ne les haïssait pas, elle ne les méprisait pas. Elle constatait simplement qu'ils n'avaient jamais regardé la chanson depuis le même rivage qu'elle. On ne choisit pas les voix qui nous touchent, confia-t-elle un jour, mais on se souvient toujours de celles qu'on n'a jamais pu écouter jusqu'au bout. Ils ne se sont jamais expliqués, et peut-être que c'était mieux ainsi, parce qu'au fond, elle le savait. Parfois, le silence